a child molester looks like. There is no dirty old man. Dirty old man does not exist. I am what a serial killer looks like. You saw him as dangerous. From day one, a judge made a decision that was the judge's decision. I just became completely obsessed with it. That's all I thought about 24 hours a day, was killing kids. Wesley Alan Dodd. C'est clairement un des pires êtres humains dont j'ai entendu parler. Vous allez voir, en fait, le script, je l'ai écrit il y a quelques mois et je me suis dit que finalement, j'avais pas le cœur à en parler. J'ai fait des découvertes tellement horribles sur ce gars-là et finalement, le gars me hantait clairement. Je me suis dit, cette histoire est trop dingue. J'ai déjà parlé de plusieurs tueurs en série et je pouvais pas passer à côté de lui. C'est juste... Il est horrible. Le gars dont je vais vous parler est horrible. Et donc... on y est. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce gars-là qui a été tellement loin qu'il a carrément demandé à se faire exécuter. Donc j'espère que vous êtes prêts à rentrer dans l'univers terriblement tordu de Wesley Alan Dodd. On est en 1989 et le jeune Cole et son frère Billy sont à vélo. Ils sont en train de longer le parc pour rentrer chez eux. C'est un lundi, on est au mois de septembre et le jour commence à se coucher tranquillement. Ils sont en retard pour dîner, alors ils décident de couper à travers le parc pour rentrer plus vite. Leur mère les voit pas rentrer, donc très rapidement elle s'inquiète et elle appelle la police. Et la police, elle est tout de suite sur le pied de guerre. 2 enfants ont disparu, des enfants de 10 et 11 ans, donc tout de suite l'alerte est donnée partout. Mais les heures passent, elles passent et aucune nouvelle des petits garçons. Mais à 2h du matin, 7 heures après les faits, on apprend que finalement les corps des 2 petits garçons ont été retrouvés et identifiés. Et en fait, ils ont été retrouvés un peu plus tôt, mais ça a pris un certain temps à ce qu'ils soient identifiés. Cole est décédé malheureusement et Billy est entre la vie et la mort. Et Billy est envoyé en fait à l'hôpital pour être soigné, mais malheureusement ses blessures sont trop graves et il va mourir à l'hôpital. Tout le monde est choqué évidemment, alors les gens commencent à faire des rondes, à surveiller les alentours, tout le monde a super peur pour ses enfants. Il faut savoir que les 2 petits garçons ont été retrouvés totalement mutilés, donc c'est vraiment super effrayant, tout le monde a vraiment peur, tout le monde est parano, et a raison parce qu'à peine 1 mois plus tard, le tueur frappe à nouveau. Le 29 octobre 1989, on est à Richmond, à Portland, en Oregon. Il fait beau, c'est un dimanche et tout le monde est dehors, tout le monde profite du soleil. Le petit Lee et son grand frère Justin demandent à leur père s'ils peuvent aller jouer au parc de l'école et là-bas en fait ils vont rejoindre des amis. Et Robert, le père des 2 enfants, il s'inquiète pas plus que ça arrivait très souvent que les enfants aillent jouer dans ce parc-là. Tout s'est toujours très bien passé, mais il leur dit quand même de faire attention et de ne pas parler à des étrangers. Mais quelques temps plus tard, Justin arrive paniqué chez lui en courant et il dit à son père qu'il ne sait pas où est passé son petit frère Lee. Il a juste disparu. A 4-year-old boy disappeared from a nearby playground. Seulement 2 jours après, il y a un chasseur qui retrouve le corps du petit Lee Iseli dans la forêt près du lac Vancouver, à peu près à 30 minutes de là où il avait disparu. Donc on a 3 meurtres d'enfants, tous dans la région de Vancouver-Washington. C'est la panique totale. Et la police, elle a aucun indice. Il y a quelques témoins qui ont cru voir un homme accompagné d'enfants, ils ont une esquisse, mais elle est vraiment mal faite. Ils n'ont rien de très probant pour retrouver ce gars-là. Après, il y a quand même les corps des victimes et les scènes de crime. Et en analysant un petit peu tout ça, petit à petit, ils arrivent à dresser un profil psychologique. Il aurait entre 20 et 35 ans, ce serait un homme solitaire qui garderait sûrement des trophées de ses victimes. Le tueur aurait aussi choisi des garçons uniquement parce que selon lui, les filles seraient défectueuses. Mais si ce profil-là apporte des nouveaux éléments, c'est pas suffisant pour coincer le tueur. Les jours passent et rien de nouveau. Mais là, coup de théâtre hallucinant. La police est appelée à un cinéma du coin et en arrivant, les agents tombent nez à nez dans le hall avec un homme fou de rage qui tient captif un autre homme ligoté avec une ceinture.
Et cet homme ligoté avec une ceinture, c'est Wesley Alan Dodd. A child began screaming in this movie theater. A man was trying to kidnap him. The man was arrested. L'homme fou de rage, c'est le beau-père d'un enfant que Wesley s'apprêtait à kidnapper. He was 28-year-old Wesley Dodd. He confessed to murdering the 3 children. He said he had hoped to kill many more. Une histoire de dingue. Donc les policiers emmènent Dodd au commissariat et à peine 1 heure après qu'il soit arrivé dans le commissariat, Dodd déballe tout. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Et ça va totalement dépasser ce que les policiers avaient imaginé parce qu'il va non seulement avouer qu'il a essayé de kidnapper un enfant, mais il va aussi avouer qu'il a tué Cole et Billy. Il va avouer qu'il a tué le petit Lee Iseli, mais il va aussi se mettre à déballer une liste effroyablement longue d'autres victimes, des dizaines et des dizaines d'autres victimes, toutes des enfants. Wesley naît le 3 juillet 1961 à Richland, dans l'État de Washington. Il naît dans un milieu ouvrier, son père est laitier et sa mère est cuisinière. Et c'est l'aîné, en fait, il a 2 petits frères. Et Wesley, il se sent assez mal aimé. Selon ses dires, dans sa famille, il y a très peu d'amour, c'est une famille très froide. Et en plus de ça, il a l'impression que ses 2 petits frères reçoivent beaucoup plus d'amour de ses parents que lui. Donc il se sent un peu rejeté et il sent pas qu'il a de support émotionnel, il se sent vraiment totalement dans sa bulle. Et en plus de ça, à l'école, il se sent aussi très victimisé, très humilié, totalement rejeté. Donc voilà, il a l'impression d'être un peu lui face au monde entier. Vers 9 ans, Wesley se rend compte qu'il est attiré par un garçon de son voisinage, un garçon de son âge, jusque-là rien d'alarmant. Sauf que quand il a eu 13 ans, il s'est passé quelque chose. Des élèves de la classe de Wesley passaient régulièrement devant sa maison pour rentrer des cours. Et un jour, il passe devant la maison et là, il voit que Wesley se tient tout nu devant sa fenêtre de sa chambre à l'étage. Et il se tient tout nu comme ça, il s'exhibe et il cache juste son visage. Alors, il y a un enfant qui signale ça à la police et la police vient voir la famille de Wesley Alan Dodd. Et il leur en parle, il leur dit « Ok, il y a quelqu'un, sous-entendu probablement un de vos fils, qui se tient tout nu devant sa fenêtre, qui s'exhibe. » Mais l'histoire va pas plus loin que ça en fait. Les parents osent pas en parler, ils se disent que c'est sûrement un des amis de leur fils qui doit faire ça. Donc voilà, ils en parlent pas plus, ça va pas plus loin que ça. La police ferme le dossier, il y a rien qui se fait. Bon, à ce moment-là, il est quand même assez jeune, mais il y a rien qui se passe. Les mois passent et les idées tordues de Wesley prennent de plus en plus de place dans sa tête. Il commence à prendre l'habitude de se balader en vélo dans le quartier et de chercher des enfants de 10 ans ou moins pour s'exhiber tout nu devant eux. Et je vous rappelle, à ce moment-là, il a seulement 13 ans. La vitesse à laquelle il est en train de déraper est juste hallucinante. Quand il se balade comme ça, il remarque que les garçons le dénoncent moins que les filles. Et il y a un autre truc aussi, les filles ils remarquent qu'elles l'intimident beaucoup. Donc il décide de jeter son dévolu vers les garçons. En 2 mois, il s'expose à plus de 40 enfants. À ce moment-là, Jim Dodd, son père, il peut plus vraiment fermer les yeux. Ou en tout cas, s'il fermait pas les yeux, il peut plus vraiment passer à côté. Là, les choses sont assez visibles. Mais le sujet est évité. Le père se dit que bon, finalement, mis à part ces petits incidents, son fils, il fume pas, il boit pas, il prend pas de drogue, donc c'est pas si grave. C'est une autre époque, mais quand même, c'est fou. Dodd a 14 ans, et à ce moment-là, ses parents divorcent. Et ça crée un bazar pas possible dans la famille, ça bouleverse totalement tout l'équilibre, et il se sent de plus en plus isolé socialement, émotionnellement, il se sent totalement... de plus en plus renfermé dans sa bulle. Et c'est à cet âge-là qu'il fait sa première victime. Il abuse de sa cousine alors qu'elle a seulement 8 ans et ça déclenche un truc en lui. Le lendemain, il va abuser de son petit frère de 6 ans. Quelques semaines plus tard, il va abuser d'un autre garçon du quartier. Et ensuite, il va abuser des enfants de la copine de son père. Bref, là, énumérer toutes ces victimes, ça va être trop long, mais il y a un truc terrible qui s'est déclenché en lui. Et à ce moment-là, il aurait pu être arrêté. En fait, le système aurait pu le prendre en charge et beaucoup d'enfants auraient pu être sauvés. Parce qu'à l'âge de 15 ans, il a été arrêté pour exhibitionnisme, mais là encore, la police n'a pas été vraiment au bout des choses. En fait, l'État lui a plutôt suggéré une thérapie qu'il suivra d'ailleurs pendant plusieurs années, mais qui, vous le verrez, sera totalement inutile.
Rapidement, il commence à élaborer des techniques. Il s'arrange pour être le plus proche possible des enfants, il fait ami-ami avec les plus jeunes, il rend des services. Et à 16 ans, il a l'idée d'être babysitter. C'est fou de se dire qu'il ne se pose pas à un seul instant une question morale ou éthique. Non, il accepte à 100%. Et donc, il est embauché par une famille du voisinage pour être babysitter. Alors là, bien sûr, c'est la porte ouverte à Wesley pour abuser des enfants, ce qu'il va faire. Donc, il fait babysitter, mais il a aussi d'autres boulots après. Il fait moniteur de colonie de vacances, plein de petits jobs comme ça qui durent 2-3 mois et qui lui permettent d'être proche d'enfants. Et à ce moment-là, il n'utilise pas encore la force sur ses victimes, il utilise la confiance. Et d'ailleurs, c'est un mythe de penser que les pédophiles, les agresseurs sexuels, c'est des mecs tout bizarres en parka qui se baladent dans les rues. Souvent, c'est des gars en qui on peut avoir confiance, qui ont l'air sympathiques, qui ont très souvent des postes dans des écoles, dans des colonies de vacances, des camps. Voilà, c'est souvent des gens qui s'arrangent pour inspirer confiance, en fait. Donc lui, Wesley, il a capté ça, il a compris que la seule manière d'approcher des enfants de manière légitime, c'était d'avoir ces boulots-là. Et du coup, il travaille fort sur ce côté super sympathique. Des fois, il va même utiliser une petite voix d'enfant. Il achète très souvent des jouets aussi pour les donner à ses victimes. Il met tout un tas de stratégies en place pour avoir l'air super cool. Wesley a maintenant 18 ans et la plupart des enfants avec qui il a construit des liens, si on peut dire, ils ont grandi, ils ont déménagé et il doit continuellement en fait redévelopper un lien de confiance avec des nouveaux enfants. Et tout ça, ça demande beaucoup de travail. C'est à cet âge-là qu'il va découvrir qu'il peut devenir agressif et obtenir la même chose. Un jour, alors qu'il traque sa prochaine victime, il faisait très souvent ça, des traques organisées. Il était vraiment... c'est vraiment un gars qui est organisé. Donc, il traque sa prochaine victime. Et là, il rentre dans une forêt et il tombe sur un espèce de lac et il voit un enfant qui pêche dans ce lac. Il regarde aux alentours, il n'y a personne, l'enfant est tout seul. Alors il lui demande s'il veut voir quelque chose de sympa. Et une fois isolé, Wesley s'approche de lui beaucoup plus agressivement que d'habitude et il essaye de l'agresser sexuellement. Mais là, heureusement, il y a un groupe d'enfants qui passe et qui les intercepte et qui coupe court à l'agression. Wesley finit par rentrer chez lui et il ne se passe rien. Mais ça a allumé une lumière dans la tête de Wesley. Il s'est dit « Ok, je peux faire ça, je peux devenir plus agressif ». Wesley obtient son diplôme d'études secondaires en 1979 et 2 ans après, il rejoint la US Navy, l'armée de mer américaine. Pendant cette période, Wesley travaille évidemment, mais il peut aussi bouger, il n'est pas forcé à rester sur son lieu de travail 24 heures sur 24 et il en profite pour agresser beaucoup d'enfants. Il a des lieux de prédilection comme les toilettes de cinéma ou les salles de jeux vidéo. D'ailleurs, il se met à utiliser l'argent comme moyen de pression pour obtenir des faveurs des enfants et il se rend compte que, surtout dans les salles de jeux vidéo, les enfants sont très demandants d'argent parce que jouer à des jeux dans les machines, ça coûte de l'argent, ils ont besoin de sous, donc il va profiter de ça. Alors il commence à donner quelques dollars pour chaque chose que les enfants accepteraient de faire avec lui. Mais au bout d'un moment, son petit manège, il se voit. Et en fait, il va se faire arrêter alors qu'il est en train de payer 50$ des enfants pour qu'ils le suivent dans un motel et qu'ils jouent au strip poker avec lui. Et il avoue tout de suite à la police que oui, il comptait agresser ses enfants, mais va savoir pourquoi les poursuites ont été mystérieusement abandonnées. Et des poursuites qui n'ont pas abouti, il y en a eu des tas dans cette histoire. Il y a eu un kidnapping raté sur 2 fillettes, pas de poursuite. Une agression d'un garçon, 19 jours de prison. Une autre agression sur un terrain de jeu pour laquelle il plaide coupable. À chaque fois, il reconnaît les faits. Pour ça, il a pris 30 jours de prison. Il y a aussi eu l'agression d'un garçon pour laquelle il a bien failli faire 10 ans de prison. Mais là, va savoir par quel cafouillage de la justice. Sa peine s'est transformée en 1 an de prison qui s'est transformé en sursis. Donc au final, il a fait que 4 mois de prison pour ça. Il a même été arrêté 2 fois pour conduite sans permis. Et il lui est jamais rien arrivé. On dirait que le gars est totalement immunisé contre la justice. Il y a une théorie qui dit que ces crimes étaient tellement honteux à ce moment-là, à cette époque-là, que la justice estimait que juste le fait de le reconnaître, c'était suffisant comme peine. Mais je sais pas.
Bref, finalement, Westley est destitué de la marine. Après toutes ces affaires, ils peuvent pas le garder. Et c'est fou parce que s'il est destitué, c'est que clairement le système reconnaît les faits. Mais encore une fois, toutes ces affaires-là n'ont jamais été amenées devant les tribunaux. Westley a 23 ans maintenant et ses fantasmes deviennent incroyablement violents. Et c'est à cette période qu'il décide d'écrire un journal dans lequel il écrit un petit peu tout ce qui lui passe par la tête, ses souvenirs, ses mémoires, mais aussi tout ce qu'il prévoit de faire, ses projets, des projets d'agression, des projets de torture, de chirurgie expérimentale. Et c'est aussi à cette période qu'il décide de pactiser avec le diable. Il va faire un pacte avec Satan pour l'aider à obtenir d'autres victimes. On est en 1989 et Westley est décidé à tuer. Ça fait plusieurs jours qu'il passe des nuits blanches, il dort plus, il devient complètement obsédé, submergé par ses envies de meurtre et il décide de passer à l'acte. Le 4 septembre, il prend son équipement de chasse, un couteau de 6 pouces qu'il fixe à sa cheville, des lacets qu'il met dans sa poche et il se met en route pour le parc David Douglas. Il se rend au parc, mais le truc c'est qu'à chaque fois qu'il essaye d'approcher un enfant, il se passe un truc. Soit il y a un parent qui arrive, soit l'enfant se débat trop, bref ça fonctionne pas et il décide de rentrer chez lui. Finalement, il retourne au parc à 18h15. C'est là qu'il croise la route de Cole Neer, 11 ans, et son frère Billy Neer, 10 ans. Les deux frères sont sur leur vélo et sont en train de couper à travers le parc. Et à cette heure-là, c'est beaucoup plus tranquille dans le parc. Et là, il n'y a personne aux alentours. Wesley leur demande d'une manière assez autoritaire de descendre de leur vélo. C'est une technique qu'il a mis en place avec les années. Et de cette manière, il remarque qu'il peut avoir un ascendant psychologique sur les enfants en étant autoritaire. Donc il leur demande de descendre de leur vélo et de le suivre dans les bois, dans une zone un peu plus isolée. Là-bas, il leur ordonne de se mettre dos à dos et il les attache avec les lacets qu'il avait dans sa poche. Après les avoir abusés sexuellement, il va poignarder à mort les deux garçons. Après ça, Wesley va s'enfuir en courant, juste quelques minutes avant qu'un adolescent ne tombe sur les corps des deux garçons mutilés. Et alors que la police cherche partout ce tueur, que les médias en parlent partout, lui, Wesley, de son côté, il suit de chez lui toute cette traque à l'homme. Il réunit les coupures de presse qui parlent de lui, il tient son journal de l'horreur où il va noter absolument tout ce qui s'est passé en détail. Il va aussi noter qu'est-ce qu'il pourrait améliorer dans le futur pour les prochains meurtres qu'il compte faire. Il se nourrit un peu de tout ce qui se passe autour de cet événement. Et puis finalement, la soif de sang le reprend. Il trouve que les quelques minutes qu'il a passées avec les frères Neer, c'était pas suffisant et il veut que pour sa prochaine victime, ça dure plus longtemps. Le 29 octobre 1989, Wesley se rend à Portland, dans l'Oregon, en direction d'une école primaire. Juste à côté de l'école, il y a un parc et Wesley repère le jeune Lee Iseli, 4 ans. Il est un petit peu à part de son frère et ses amis qui jouent dans le parc. Lui, il est sur une structure en béton avec un toboggan. Wesley réussit à l'attirer vers sa voiture en lui disant que son père l'a envoyé le chercher. Il l'emmène dans son appartement et là-bas, il va le photographier nu et l'agresser sexuellement. Ensuite, il emmène le garçon dans un magasin et il lui achète un jouet là-bas. Et d'ailleurs, Lee s'est mis à pleurer dans le magasin. Il s'est mis à hurler, à lui demander de le ramener chez lui. Et ça a alerté un des employés. Et là, Wesley lui a dit à l'employé que, en fait, c'était l'oncle du garçon et qu'il le gardait. Et c'est passé. Après ça, ils vont dans un McDonald's qui est seulement à quelques pâtés de maison du parc dans lequel il a tué Cole et Billy d'ailleurs. Il mange là-bas et ensuite il le ramène dans son appartement. Alors que Lee s'amuse avec son nouveau jouet, Wesley écrit dans son journal. Wesley reprend les agressions. En fait, il va alterner entre agression et écrire dans son journal. Donc, en fait, il détaille tout ce qu'il fait dans son journal. Il va agir comme ça jusqu'au lendemain à 5h30 du matin. Il finit par l'étouffer avec un coussin et il va l'achever en le pendant dans son placard. Wesley va ensuite travailler et là c'est complètement fou. En fait, il tenait vraiment à être à l'heure au travail, donc il a organisé tout son planning de kidnapping et de meurtre pour s'organiser pour être à l'heure à son travail. À ce moment-là, il travaille comme commis à l'expédition chez Dog Pepper, une usine de papier. Donc il fait sa journée de travail et quand il rentre, il décide d'embarquer le corps du petit Lee dans sa voiture et il se rend au lac Vancouver où il le jette dans les broussailles. À ce moment-là, Wesley, il est submergé par ses pulsions. Il devient beaucoup moins organisé, beaucoup moins discret et il devient très impulsif.
Le 11 novembre, il tente d'enlever un petit garçon de 6 ans dans un cinéma, mais le garçon se débat trop, il hurle trop, et même si Wesley essaye de se faire passer pour son père devant les gens qui s'inquiètent un peu, ça passe pas et il finit par abandonner. 2 jours après, il réessaye dans un autre cinéma. Il repère un petit garçon de 6 ans qui se lève pour aller aux toilettes. Donc il le suit, et là il l'attrape et il le tire en dehors du cinéma. Mais le garçon, encore une fois, hurle énormément. Donc il ressort son excuse de « je suis son père, pas d'inquiétude », parce que les gens s'inquiètent évidemment. Mais cette fois-ci, il réussit à le traîner jusqu'à la sortie du cinéma, jusqu'à sa voiture. Et là, il cherche ses clés, et pendant qu'il cherche ses clés, le petit garçon lui échappe, et il court et il se dirige à nouveau vers le cinéma. Et là, il saute dans les bras d'un des employés en lui disant « Le monsieur a essayé de m'attraper », il essaye de lui expliquer. L'employé ramène l'enfant vers sa mère, et c'est là qu'intervient William Ray Graves. Ce gars-là, c'est un sacré personnage dans notre histoire. C'est en fait le petit ami de la mère du garçon. Et ce gars-là, quand il apprend ce qui vient de se passer à son petit-fils, beau-fils, il devient foudrage. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il court et il demande à tout le monde dans le hall du cinéma qu'est-ce qu'ils ont vu. Donnez-moi le maximum d'informations que vous avez sur ce gars-là. Et on lui dit que le ravisseur avait un break Pinto jaune moutarde. Graves se met alors à la poursuite de Wesley, il cherche un break jaune moutarde partout et il sait qu'il a très peu de temps parce que très vite, il va être hors de portée. Au même moment, à quelques pâtés de maison du cinéma, Wesley est en train de conduire et là, il remarque que sa voiture fait des bruits bizarres. Elle ralentit, puis elle finit par s'arrêter. Croyez-le ou non, la voiture de Wesley tombe en panne. C'est le pire moment pour lui parce que devinez qui débarque en trombe sur lui, Graves. Le beau-père débarque foudrage et il fonce sur Wesley. Il attrape Wesley par le cou et il le traîne jusqu'au cinéma. Il résiste énormément à lui faire du mal, évidemment, on peut le comprendre. Il l'amène dans le hall du cinéma et là il l'attache avec sa ceinture, il le ligote et ils attendent ensemble l'arrivée de la police. La police arrive sur les lieux et arrête enfin Wesley qui a 28 ans à ce moment-là et qui aura sévi presque la moitié de sa vie. Wesley est placé en garde à vue et très rapidement, il va avouer tous ses crimes en détail. Et des détails, les enquêteurs, ils vont en avoir. Il y a même des enquêteurs qui sont tombés malades pendant l'interrogatoire pour vous dire à quel point il est rentré dans les détails. I first started exposing myself when I was 13 years old. Wesley a écrit tout un tas de journaux qu'il a soigneusement gardés, donc il a dirigé les enquêteurs vers ces journaux-là, ils ont pu avoir tout le déroulé du coup de toute sa vie, de tous ses crimes. Ils vont avoir les noms, les prénoms, enfin bref, tout un tas de détails. Et d'ailleurs, ce journal-là, je l'ai lu pour les recherches, et c'était probablement un des pires trucs que j'ai lu de ma vie. Il va dans un niveau de détail qui est... Les passages que vous avez vus, c'est les trucs les plus soft. Il y a beaucoup de choses qui ont été censurées. Il déshumanise tellement ses victimes. Il voit les choses de manière très factuelle, en fait. Et il éprouve un plaisir tellement immense à faire du mal. C'est juste hallucinant. And I've been molesting kids non-stop since I was 13 years old, over half my life. Anything happened, I can guarantee I'd do it again, and sooner or later I would kill another child. I've done it before, and at the time I liked it. And I just became completely obsessed with it. That's all I thought about 24 hours a day. I was dreaming about it at night, constantly all day at work. That's all I thought about, was killing kids. Puis il avait classé aussi ses crimes par incident. Incident numéro 1, incident numéro 2, incident numéro 3, et il classait ses meurtres comme ça, et il comptait clairement en faire d'autres. Il avait prévu tout un tas de choses à faire sur ses prochaines victimes. Les enquêteurs ont aussi trouvé tout un tas de photos chez lui, des photographies de ses victimes vivantes, mais également décédées. Ils ont trouvé aussi des images du Christ bébé tirées de peinture, plein de coupures de presse de ses crimes. You kept a photo album. Why? Two reasons, really. One was to help me remember what I'd done, exactly what had happened, what he looked like, for my own, pleasure. We'll get photos later on. And another one was so next time I got a boy home, I could show him pictures of Lee hanging in the closet, and then I'd kill that boy.
Les enquêteurs ont aussi trouvé un support de torture artisanale encore inutilisé chez lui, donc il comptait clairement continuer et pire encore, il comptait monter de niveau de violence, si on peut dire. I tried to kidnap a boy. My intentions at that point were to kidnap him, to rape him, and to kill him so that he couldn't report me. This boy knew what to do. He knew something was wrong, he wouldn't go with me, and he made an excuse to leave the area, and he went home. He was able to identify me, and I was arrested that night. Idaho sentenced me to 10 years in prison, but the sentence was commuted to 1 year in a county jail, and I served only 4 months of that. So I did 4 months of a 10-year sentence. The judge is saying, well, he made such a good impression. I can recall he made a good appearance in court. He was a kind of a humble kid, and he appeared to be a reasonably bright kid. Made a recommendation of a lot of time in prison, and a judge made a decision that was the judge's decision You saw him as dangerous. from day one. Il avait élaboré tout un tas de techniques de torture complètement affreuses. S'était même procuré des couteaux chirurgicaux pour pouvoir faire ces tortures-là. Heureusement que le petit garçon du cinéma et son beau-père ont mené à son arrestation parce qu'il avait des projets terrifiants. Sur une période de 15 ans, il aura fait plus de 50 victimes au total. Pour la plupart des garçons, tous des enfants de moins de 12 ans. La plus jeune de ces victimes avait seulement 2 ans. Et alors écoutez bien ça. Dodd, il a plaidé coupable à toutes les accusations en janvier 1990, contre la volonté de son avocat. Il a été condamné à mort et il n'a jamais fait appel. Et il a eu le choix entre l'injection mortelle ou la pendaison, et il a choisi la pendaison. Et s'il a choisi ce mode-là, c'est pour une raison bien précise. Il dira en interview un peu plus tard que s'il a choisi la pendaison, c'était pour rendre hommage à Lee Iseli, parce que c'est comme ça qu'il était mort. How many more violent criminals has the state put into our midst? How come these guys can plea bargain on this? Who's playing for the kids? What about the ones that aren't? Après sa condamnation à mort, ça met un certain temps avant que tu sois exécuté, il a commencé à adopter un comportement très spécial. En fait, il revendiquait vouloir se faire pendre, il donnait beaucoup d'interviews et il revendiquait beaucoup le fait qu'il fallait surtout pas le libérer, que si jamais il était libéré, il tuerait sans aucun doute, et il voulait absolument pas faire appel parce qu'il voulait se faire vite exécuter. Why do you want to be executed? I have to be. Because I will kill again. Did your execution do any good? I think it would. I think a few child molesters anyway are going to think twice before they do anything again. How do you live with yourself daily? At times it's not easy. Like I said, there's times I think about what I've done. I think about some of the things the boys said before they died, and that's real hard to think about. But other times I just try to put everything out of my mind. Do you look forward to dying? In a way, yeah, I think it'd be a relief. I don't have to think about all these things anymore. And I know that's the only way I can guarantee I'm not going to hurt anybody else. Right now I sit here and say I don't want to, but I know it'll happen. Et est-ce que c'était pour faire le martyr? Est-ce que c'était par repentance? Ou est-ce que c'était juste une manière pour lui de se racheter un petit peu une image? Il voulait un petit peu se faire passer pour l'exemple à ne pas suivre, en fait. Regardez-moi, je suis le pédophile qui s'assume et je vais vous donner des leçons. I am what a child molester looks like. There is no dirty old man. Dirty old man does not exist. I am what a child molester looks like. I am what a serial killer looks like. Il s'est vraiment placé comme l'expert en pédophilie. Genre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Il parlait énormément, il donnait beaucoup de détails sur lui, sur comment il agissait. Et il a même eu l'audace de sortir une brochure pour faire de la prévention sur les pédophiles. Genre une brochure à l'attention des parents pour protéger leurs enfants. I think really the biggest thing is that everything could have been prevented.
I've had so many contacts with police and confessed to so many crimes and never been charged or charges was dropped. I was never prosecuted for one reason or other. Vraiment, cette attitude-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Si selon vous, c'est une vraie repentance, est-ce qu'il regrettait ou est-ce que c'était juste une manière de tourner l'histoire comme il avait envie de la tourner? Est-ce que vous croyez au remords? Moi, j'ai l'impression qu'il n'avait pas vraiment de remords, mais en tout cas. I know what I did was wrong, and I know why it was wrong. And I don't want to keep doing those things. I don't like that part of me. Le jour de l'exécution a été fixé le 5 janvier 1993 et c'est sans surprise que quelques semaines avant l'exécution, Wesley a fait la demande que son exécution soit filmée et diffusée à la télé, ce qui a été refusé, bien entendu. Le 5 janvier, juste après minuit, il est pendu à la prison d'État de Walla Walla et il sera le premier détenu américain à être pendu depuis 30 ans. Good evening, everyone. Dodd's execution will be the first in Washington state in almost 30 years, the first hanging in this country since 1965. Wesley Dodd will die for killing 3 small boys. This morning, Wesley Dodd was gone, leaving behind the bitterness of a state vowing never to be victimized again. Voilà pour l'histoire de Wesley Alan Dodd, qui est une histoire tellement frustrante parce qu'il aurait tellement pu être arrêté plein de fois dans son parcours. Mais c'est aussi une autre époque et le système judiciaire, il s'améliore avec le temps. Mais c'est super rageant, quoi. Moi, j'aimerais avoir votre avis un peu de pourquoi, selon vous, il n'a pas été arrêté avant ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'aimerais aussi savoir ce que vous pensez de son attitude après qu'il a été condamné à mort. Cette attitude de je veux parler au plus grand nombre, je veux partager mon histoire et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il a eu des remords? Moi, j'ai pas eu cette impression qu'il ait des remords. Mais peut-être que vous allez le percevoir différemment. Et je trouve que son arrestation est juste incroyable. Se faire arrêter par le beau-père d'une des victimes, c'est quand même au moins... Il y a une satisfaction dans cette histoire. Elle est assez épique, cette arrestation. Voilà, c'est tout. Je vous mets mes réseaux ici, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars cette nuit. Et c'est tout, je vous laisse. Bye.